Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 6 sur la sélection de variables et la régularisation. Alors, on va juste revenir sur le modèle linéaire qu'on avait déjà vu. Dans le fond, on a vu que le modèle linéaire, c'était quand même simple comme modèle, mais par contre, ça avait de grands avantages. Par exemple, par rapport à l'interprétabilité ou encore, c'était quand même bon pour faire de la prédiction. Puis, fois, c'est pour ça que dans ce module-là, on va repartir en fait de la régression linéaire. Puis, on va essayer de l'améliorer justement pour être capable de sélectionner les variables à l'intérieur, les prédicteurs, ou de faire de la régularisation. Alors, petite précision sur la prédiction. Dans le fond, on avait vu que lorsque le nombre de variables était vraiment très supérieur à n, à la taille d'échantillon, ben, ça devenait difficile là, pour contrôler la variance. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, le but ici, c'est d'aller supprimer certains des prédicteurs pour avoir une meilleure interprétabilité. Fait qu'on veut vraiment améliorer l'interprétabilité du modèle en supprimant des prédicteurs. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est, si on a beaucoup de prédicteurs, on veut être capable de mettre certaines des estimations des coefficients à zéro. Puis là, quand on dit estimation des coefficients, c'est bien évidemment ici les bêta-chapeaux. Fait qu'on veut être capable de mettre certains bêta-chapeaux à zéro dans nos prédicteurs, puis ça va permettre de réduire, dans le fond, le nombre de variables pour l'interprétabilité du modèle. Fait qu'on va voir, en fait, dans ce module-ci, deux méthodes pour sélectionner, justement, des variables. Alors, premier type de méthode, on a la sélection de sous-ensembles. Dans le fond, vous allez voir, on va avoir trois façons là, de sélectionner un sous-ensemble de prédicteurs qu'on pense être liés à la réponse, à Y, puis on va ensuite ajuster le modèle avec les moindres carrés sur l'ensemble réduit. Fait que ça, c'est vraiment comme rechercher un sous-ensemble optimal de prédicteurs. La deuxième grande famille qu'on va voir, c'est les modèles de shrinkage, donc de rétrécissement. Puis ça utilise dans le fond un modèle qui implique donc tous les prédicteurs, mais les coefficients, on va les amener à être réduits à zéro, à les ramener le plus petit possible. Puis ça, c'est ce qu'on va appeler donc la régularisation. Ça va permettre aussi de réduire la variance. Donc ça, c'est un des avantages. Ça permet de réduire la variance des estimateurs bêta-chapeaux. Et donc, ça va nous permettre au passage de faire de la sélection de variables, puisque si on ramène certaines des bêta-chapeaux à zéro, ben on vient réduire le nombre de variables. Alors, on va commencer par les méthodes de sélection de sous-ensembles. La toute première, ce qu'on va appeler la sélection du meilleur sous-ensemble. Et ça, c'est une procédure, on va dire, exhaustive. Je vais l'écrire ici, donc exhaustive. Donc, c'est une procédure exhaustive qui va nous permettre de sélectionner le meilleur sous-ensemble, en fait, de variables pour obtenir le meilleur modèle. Fait que voici la procédure, comment elle se fait. Fait que dans la première étape, ce qu'on fait, on considère M0, ça c'est le modèle nul. Donc dans ce modèle, dans le fond, il n'y a aucune variable explicative. Dans le fond, c'est que YI, c'est égal à bêta 0 plus mon erreur. J'ai aucune variable, j'ai juste, dans le fond, je prédis simplement la moyenne de mon échantillon. Ensuite de ça, pour K qui va de 2 à P, donc je rappelle que P, ça c'est le nombre de variables, on va aller estimer toutes les K parmi N modèles qui contiennent exactement K prédicteurs. Donc, par exemple, avec K est égal à 2, si je prends un petit exemple ici, K est égal à 2, ce qu'on va aller chercher, c'est toutes les 2 parmi N. Donc, 2 parmi N, c'est le nombre, en fait, de possibilités d'aller choisir deux variables parmi mes N variables. Exactement. Et dans le fond, on va aller choisir donc ces deux variables-là, toutes les modèles avec deux variables. Puis ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder dans tous ces modèles-là lequel qui est le meilleur. Donc dans le fond, pour aller choisir lequel qui est le meilleur, dans l'étape B, on va aller chercher lui qui a le plus petit RSS, ou de manière équivalente, lui qui a le plus grand R carré. Donc, dans tous ces modèles-là, dans le fond, ce qu'on va aller faire ici, je me rends compte qu'il y a une petite erreur, c'est pas N, c'est P ici. N, c'est P ici. Alors, donc parmi tous ces modèles-là, dans le fond, on va aller choisir lui qui est le meilleur, qui est le meilleur modèle, par exemple avec le plus grand R carré, et on va appeler ce modèle MK. Donc MK, c'est le meilleur modèle avec K variable. Puis je vous rappelle, on fait ça donc pour tous les K de 1 à grand P. Et ensuite de ça, à la fin, donc dernière étape, dans le fond, on va aller sélectionner le meilleur modèle parmi M0. Donc M0, c'est qu'il n'y a aucune variable. M1, une variable. M2, deux variables, etc., etc. Jusqu'à MP, P variable. Et ensuite, on va utiliser l'erreur de prédiction, par exemple avec la validation croisée, ou certains autres coefficients qu'on va voir tout à l'heure, le CP, l'AIC, le BIC ou le R2 ajusté, pour aller sélectionner le meilleur des modèles. Et donc, à la fin, ça va nous dire, par exemple, le modèle avec 4 variables,
telle et telle et telle et telle variable est le meilleur modèle. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une méthode, dans le fond, pour aller sélectionner l'ensemble, le meilleur sous-ensemble de variables. Alors, l'exemple ici sur les données de crédit, toujours, on repart toujours avec nos exemples de données de crédit. Et pour chacun des modèles possibles, dans le fond, qui contiennent un sous-ensemble de 10 prédicteurs. On avait 10 prédicteurs au total sur les données de crédit. Fait qu'ici, nous, on est avec P est égal à 10. Et dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est, comme je vous l'ai dit, on va aller calculer donc le RSS ou le R carré. Fait qu'ici, on a le R carré. Et ici, on a le RSS. Donc, on a les deux graphiques ici, R carré ou RSS. Puis, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller choisir, donc, comme je vous l'avais dit, l'ensemble de l'ensemble, par exemple, ici. On va prendre un exemple concret. Mettons ici avec 6. Donc, avec 6, autant ici qu'ici. Dans le fond, tout ce que vous voyez, les points, ça, c'est vraiment un modèle à 6 variables. Donc, dans le fond, il va aller chercher donc 6 parmi 10, le nombre de toutes les possibilités d'aller chercher, dans le fond, 6 variables parmi 10. Et tous ces points gris que vous voyez là, c'est les valeurs, dans le fond, de R carré. Et nous, on va aller chercher, bien évidemment, le maximum. Donc, ici, à 6, ça correspond au meilleur sous-modèle à 6 variables. D'accord? Donc voilà ici, vous voyez tout de suite que à partir de 3, on reste quand même stable ici. Autant avec le RSS que le R carré, à partir de 3, on reste quand même stable. Donc ça veut dire qu'un modèle avec au moins 3 variables est pertinent ici pour expliquer. Puis on serait capable d'avoir lequel même avec exactement quelle des 3 variables. Alors, on va extensionner pour les autres modèles. Là, on vient d'en parler pour les modèles de régression, mais bien évidemment, ça s'applique pour d'autres types de modèles. Ça s'applique par exemple pour la régression logistique aussi. Sauf que pour la régression logistique, on n'a pas vraiment de RSS, fait que ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la déviance. Dans un modèle de régression logistique, la déviance, c'est moins de fois la log vraisemblance maximisée. Donc, c'est moins de fois log de L, où L, c'est la vraisemblance. Vous vous rappelez, on l'a vu dans le modèle de régression linéaire. Alors, maintenant, donc, on va aller vers d'autres types de méthodes pour sélectionner les sous-variables. D'abord, juste pour des raisons de calcul, vous vous rendez compte, c'est que la sélection du meilleur sous-modèle, elle ne peut pas être appliquée avec P grand. Si vous avez beaucoup de variables, par exemple 100 variables, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste aller sélectionner la meilleure variable, un modèle à une variable, on a 100 modèles possibles. Avec 2 variables, je vous laisserai faire le calcul, 2 parmi 100, il y en a aussi beaucoup, etc., etc. Donc, il y a vraiment à chaque fois pour un certain nombre de variables fixes, il y a beaucoup de façons d'aller piger mon nombre de variables parmi les variables totales. Donc, c'est exhaustif, oui, ça va chercher pour l'ensemble. Par contre, c'est très demandant en termes de calcul. Donc, ce qu'on va aller faire, dans le fond, comme l'espace de recherche est énorme, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher dans les variables, ça peut être très difficile en termes de variance des estimations, puis toutes sortes de problèmes d'erreurs, pas d'erreurs, mais de temps de calcul. Fait que pour ces raisons-là, dans le fond, on va utiliser des méthodes qu'on va appeler pas à pas. Donc, des méthodes pas à pas, ou en anglais, vous allez souvent voir stepwise. Donc, des méthodes pas à pas ou stepwise, dans le fond, c'est des méthodes qui explorent un sous-ensemble de modèles, mais beaucoup plus restreint. En fait, on va restreindre la manière de faire, puis ça va être une alternative vraiment intéressante, dans le fond, à la sélection du meilleur sous-ensemble. La sélection du meilleur sous-ensemble marche bien, mais elle marche bien quand on a peu de variables. Quand on a beaucoup de variables, on va y aller plutôt avec des méthodes pas à pas. Alors, la première qu'on va voir, c'est la méthode de sélection qu'on appelle forward, fait que c'est la méthode de pas à pas vers l'avant. Tantôt, on va voir le pas à pas vers l'arrière. Alors, pas à pas vers l'avant. D'abord, cette méthode de sélection de variables étape par étape, elle commence par un modèle qui ne contient aucun prédicteur. Fait que c'est le modèle M0 avec rien dedans, aucune variable explicative. Et ensuite de ça, ce qu'elle va aller faire à chaque fois, elle va aller rajouter une variable, la meilleure variable dans le fond, celle qui explique le plus. Fait qu'elle va aller rajouter comme ça au fur et à mesure un prédicteur, lui qui explique le plus, jusqu'à quand elle arrive à un modèle où elle n'est plus capable d'ajouter de variables. Alors, on va voir justement en termes de vraiment de méthode en détail. Alors, étape numéro 1, on prend le modèle nul, M0. Donc, je le rappelle, c'est juste, on n'a aucune variable explicative. Ensuite de ça, pour K, qui va de 0 à P-1, la fois, ce qu'elle va aller faire, elle va aller considérer donc toutes les P-K variables et le rajouter comme un prédicteur supplémentaire dans le modèle MK. Donc, par exemple, dans M0, si je prends K est égal à 0, donc K est égal à 0, j'ai mon modèle M0. Ce qu'on va aller faire, on va aller créer le modèle M1
on en a ajouté la meilleure sous-variable. La meilleure variable, pardon. Fait qu'on va aller ajouter la meilleure variable, dans le fond, donc on va aller tester toutes les variables avec toutes les variables, c'est ça, dans le modèle M0. On va aller l'ajouter et on va aller ajouter celle qui apporte le plus. Puis celle qui apporte le plus, on va y aller toujours de la même façon. Comment je choisis celle qui apporte le plus? C'est celle qui a le plus petit RSS ou le R carré le plus élevé. Fait qu'on va y aller toujours de cette façon-là. Fait que dans le fond, vous comprenez qu'à chaque étape de la méthode pas à pas vers l'avant, c'est pas pour rien vers l'avant qu'on dit, c'est parce qu'on ajoute des variables au fur et à mesure. À chaque étape, j'ajoute une variable supplémentaire qui est la variable dans mes variables non utilisées, qui est la variable la plus importante. Donc celle qui amène un plus petit RSS ou un R carré le plus élevé. Puis à la fin, toujours pareil, je me retrouve avec plusieurs modèles, M0, M1 jusqu'à MP, dans des modèles avec plusieurs variables, et on calcule l'erreur de prédiction avec par exemple la validation croisée ou toutes autres sortes de critères, et on va aller choisir le meilleur modèle à la fin. Alors, un petit peu plus sur la méthode forward. Donc, l'avantage informatique par rapport à la sélection du meilleur sous-ensemble, elle est très claire. Bien évidemment, on a beaucoup moins de combinaisons à faire de modèles. L'espace de recherche est beaucoup plus petit. Par contre, il n'est pas garanti de trouver le meilleur modèle parmi toutes les 2 puissance P modèles qui existent. Vous pourrez essayer de vous poser la question, pourquoi? Sur les données de crédit, regardez ici, on a les deux là. Donc, on a vraiment, ici, ça c'est le meilleur sous-ensemble. Ça, c'est la première technique qu'on a vue. Puis ici, c'est vraiment le forward. Et ici, c'est des modèles à 1, 2, 3, 4 variables. Donc, regardez ici, à une variable, j'arrive à la même chose. Les deux méthodes, c'est la variable rating qui rentre. Deux variables, j'ai la même chose, rating et income. Trois variables, j'ai aussi la même chose, rating, income et student. Par exemple, quatre variables, vous regardez bien, on n'arrive pas à la même combinaison. Dans Stepwise, c'est rating, income, student, limit, alors que dans Best, le meilleur sous-ensemble, on a la variable cards qui est apparue à la place de rating. Donc, dans le Best subset, dans le meilleur sous-ensemble, c'est possible que les variables changent à chaque fois. Parce que vous vous rappelez, pour chacune des nombres de variables, d'abord, on va sélectionner le meilleur sous-ensemble. Par contre, dans le forward, ce que vous comprenez, c'est qu'on ajoute une variable à la fois. Donc, de ici à ici, on a ajouté plus income. De ici à ici, on a ajouté plus student. Puis de ici à ici, on a ajouté plus limit. Fait que bien évidemment, dans le forward, on ajoute à chaque fois une nouvelle variable. Fait qu'on garde les anciennes à chaque fois. Ce qui n'est pas tout le temps vrai, dans le fond, dans le meilleur sous-ensemble. Donc, vous voyez, avec les deux méthodes, on n'arrive pas, si on choisit 4 variables, on n'arrive pas au même sous-ensemble à la fin. Maintenant, on va voir l'autre, qui est la méthode de sélection backward. Donc, ça, c'est pas à pas vers l'arrière. Puis là, vous vous en doutez, on fait la chose inverse dans le fond. On commence par le modèle plein, donc c'est-à-dire le modèle avec toutes les variables, et on va aller ensuite enlever une par une les variables. Donc, voici le détail ici. Donc, encore une fois, ici maintenant, l'étape 1, c'est MP, c'est le modèle plein. Donc, MP, j'ai toutes mes variables dedans. Et à chaque fois, qu'est-ce que je vais aller faire? Dans le fond, je vais aller regarder à enlever une variable. À chaque fois, donc j'essaie tous les modèles en enlevant à chaque fois une variable. Donc, j'en ai en tout K-1. Donc, dans MK, j'ai K-1 modèle que je suis capable de faire en enlevant à chaque fois une variable. Puis, ce que je vais aller faire, c'est regarder lequel qui est le meilleur. Toujours pareil, avec le plus petit RSS ou le R carré le plus élevé, pour créer mon MK-1. Et à la fin, je me retrouve avec un modèle M0, M1, M2 jusqu'à MP. Puis, je vais aller choisir le meilleur par validation croisée, par exemple. Donc la même chose, sauf que là, on y va en arrière où je diminue mon nombre de variables à chaque fois de 1. Alors, un petit peu plus de détails sur la méthode backward. Fait comme la méthode de sélection pas à pas vers l'avant, celle vers l'arrière, elle recherche uniquement dans un plus petit nombre de modèles. Fait qu'à chaque fois, elle va rechercher 1 plus P fois P plus 1 divisé par 2 modèles. Donc, elle peut être vraiment appliquée quand P est très grand. Donc, quand P est très grand, on va vraiment y aller avec la méthode backward qui va aller chercher dans moins de modèles que les deux autres. Comme la méthode vers l'avant, dans le fond, la sélection pas à pas vers l'arrière, elle garantit toujours de produire un modèle qui contient un sous-ensemble de P prédicteurs, c'est ce qu'on voulait. Puis, dans le fond, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que quand N est plus petit que P, dans le fond, ça peut être utilisé, mais quand P est très grand, là, on va y aller vraiment avec backward, fait que vers l'arrière. Donc, retenez que quand P est grand, donc beaucoup de variables, on va y aller avec backward.
Alors, choisir le modèle optimal maintenant. Donc là, on a vu que, bon, c'est bien beau. D'un fois, je me ramasse à la fin avec P plus un modèle. Donc, mon modèle nul, mon modèle à une variable, à deux variables, etc. jusqu'à mon modèle à P variable. Donc, j'ai tous ces modèles-là. Puis là, je voudrais savoir lequel qui est le meilleur parmi ces modèles-là. Donc, toujours, c'est que le modèle qui contient tous les prédicteurs, donc MP, une fois le modèle tous les prédicteurs, MP, lui, il aura toujours le plus petit RSS. Toujours, toujours, toujours. Et il aura toujours le plus grand R carré. Ça, c'est comme une évidence. Dans le fond, c'est parce que toutes ces quantités sont liées à l'erreur d'apprentissage. Vous vous rappelez, plus j'ai de variables plus j'ai de variables dans un modèle de régression linéaire, plus mon modèle est complexe et donc plus mon erreur d'apprentissage va être faible. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une bonne façon. On ne peut pas utiliser le RSS ou le R carré standard pour choisir parmi les P plus un modèles qu'on aura à la fin qui contiennent à chaque fois un nombre exact de variables. Fait que ce qu'on va faire, nous, on voudrait choisir le meilleur modèle basé simplement maintenant sur l'erreur de test et pas sur l'erreur d'entraînement parce que sinon, ça serait un problème. Par conséquent, donc je vous l'ai dit, le RSS et le R carré, on ne peut pas les utiliser pour choisir parmi ces modèles-là, M0, M1 jusqu'à MP. Alors, vous allez voir, on va voir différentes approches pour estimer justement l'erreur de test. Alors, tout simplement d'abord, ce qu'on peut faire, c'est indirectement estimer l'erreur de test en apportant, dans le fond, un ajustement à l'erreur d'entraînement pour tenir compte du biais dû au surajustement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est estimer directement l'erreur de test en utilisant soit une approche par validation standard, soit une approche par validation croisée, comme on a fait dans le chapitre précédent. Fait que là, pour chacun de vos modèles, M0, M1 jusqu'à MP, vous pouvez calculer l'erreur de test avec, par exemple, la validation croisée à 10 plis. Fait que vous pouvez faire ça, puis là, vous aurez donc une erreur moyenne finale de validation croisée, puis vous allez pouvoir choisir votre meilleur modèle parmi celles. Dans le fond, toutes ces techniques, elles ajustent l'erreur d'entraînement en fonction de la taille du modèle et elles peuvent être utilisées pour sélectionner donc parmi un sous-ensemble de modèles avec différents nombres de variables. Vous allez voir sur la figure suivante, on va afficher différents indicateurs. Il y a différents indicateurs qu'on va appeler le CP, le BIC ou le R2 ajusté. Donc le R carré ajusté. Vous allez voir que ça va nous permettre justement de sélectionner le meilleur sous-ensemble. Regardez un petit peu. En bas, donc, c'est mes modèles. Regardez ici, je vais juste prendre le temps. Le 8 ici, ça c'est mon modèle. Oups, pardon. M8 ici, ça c'est mon M8. Donc M8, je vous rappelle, c'est le meilleur modèle avec 8 variables à l'intérieur. Ici, ce qu'on a sur les graphiques, donc on a ici un graphique du CP. On va voir c'est quoi le CP, du BIC et du R2 ajusté. Fait que c'est ces quantités-là là, qui vont nous permettre, dans le fond, d'aller choisir le meilleur modèle. Donc ça, c'est quand on n'utilise pas l'approche de l'erreur de test, par exemple, par validation croisée. Alors, un petit peu de détail théorique, justement. Le CP, c'est quoi? On appelle ça le CP de Malo. Vous avez la formule ici. Fait que le CP, dans le fond, c'est 1 sur N fois le RSS plus 2D. D, c'est le nombre total de paramètres utilisés. Et sigma carré chapeau, je vous rappelle, c'est l'estimation de la variance de l'erreur. Vous vous rappelez, c'est que la variance de epsilon, c'est sigma carré. Donc, le CP, il est lié au RSS, ça c'est le fun. Par contre, il tient compte, vous voyez, on a un bout qui tient compte du nombre de paramètres. Fait que le nombre de paramètres, c'est le nombre de bêta dans notre modèle. C'est donc le nombre de variables. Donc, D ici, bien évidemment, est directement lié à P, à notre nombre de variables. Maintenant, le critère AIC, lui. Donc, le critère AIC, il est défini pour une large classe de modèles ajustés par maximum de vraisemblance. Donc là, il faut vraiment des modèles ajustés par maximum de vraisemblance. Dans la régression linéaire, on peut ajuster ça par maximum de vraisemblance. On ne l'a pas vu. On a vu le maximum de vraisemblance pour la régression logistique, mais dans le fond, ça marche exactement pareil pour la régression linéaire. Fait que là, l'AIC, lui, ça va être moins 2 fois le log de la vraisemblance, plus 2D, où D, c'est encore une fois le nombre de paramètres. Fait que vous voyez, on ajuste encore une fois selon le nombre de paramètres. Ce que je vous ai dit ici, dans le cas d'un modèle de régression linéaire standard avec erreur gaussienne, donc les epsilon suivent de la normale, le maximum de vraisemblance et les moindres carrés, c'est exactement la même chose. Fait qu'en fait, le CP et les AIC, ça va être la même chose. Donc voilà deux critères ici quand même intéressants parce que ce critère-là, CP ou AIC, vous pouvez les calculer directement sur votre modèle MK. Vous n'avez pas besoin de faire de validation de croisée ou ou n'importe quoi pour estimer l'erreur de test. Vous pouvez directement utiliser ce critère-là sur votre modèle. Donc pour chacun des MK, vous calculez le CP, puis vous allez chercher donc le meilleur.
Le BIC maintenant. Alors, le BIC, donc comme le CP, le BIC, dans le fond, ce qu'on va faire, il ressemble pareil, donc 1 sur n fois le RSS, sauf que là, on n'a pas plus 2D sigma chapeau-chapé, on a log de n. Donc, dans le fond, c'est comme si ici, vous voyez, le 2 est remplacé par log de n, fait qu'on vient corriger, encore une fois, un peu plus, dans le fond, pour la taille de l'échantillon. Fait comme le CP, le BIC, il aura tendance à prendre de petites valeurs pour un modèle avec faible erreur de test, ça c'est ce qu'on veut, et donc généralement, on va sélectionner le modèle qui a la valeur de BIC la plus basse. C'est ça qu'on veut. Notez que le BIC remplace, donc ça je vous l'ai dit, le 2D sigma carré chapeau, mais on vient remplacer le 2 dans le fond par log de n. Puisque log de n est plus grand que 2 lorsque n est plus grand que 7, ben en fait le BIC, il impose généralement une pénalité plus lourde au modèle qui comporte de nombreuses variables. Le R2 carré ajusté maintenant, donc le dernier des critères qu'on va voir. Donc, pour un modèle avec des moindres carrés standards, d'enfants avec des variables, la statistique R2 carré ajusté, on la calcule de cette façon-là, donc on va l'appeler R carré ajusté, c'est 1 moins RSS divisé par TSS, donc ça c'est comme, dans le fond ce bout-là, là, ça ressemble vraiment au R carré standard, sauf qu'on vient ici vraiment contrôler, dans le fond, regardez, on vient diviser ici par N moins D moins 1 et ici par N moins 1. Donc on vient vraiment contrôler dans le fond pour D le nombre de variables. Ce qu'on ne fait pas dans un R carré standard. Dans un R carré standard, on ne tient pas compte du nombre de variables, alors qu'ici oui. Donc attention ici, contrairement au CP, AIC et BIC, pour lequel une petite valeur c'est bien, c'est ce qu'on veut. Par contre ici pour le R carré ajusté, c'est une grande valeur qu'on veut. Donc pour CP, AIC, BIC, on veut une grande valeur. Par contre pour le R2 ajusté, on veut une petite valeur. Maximiser le R2 carré ajusté, ça revient dans le fond à minimiser le RSS divisé par N-2-1. Et donc, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que ça tient compte, comme je vous disais, de la taille, du nombre de variables dans notre modèle. Donc, dans le fond, contrairement à la statistique R carré standard, ben, la statistique de R carré ajusté, elle paie le prix de l'inclusion de variables inutiles. Donc, si je rajoute des variables inutiles, beaucoup de variables inutiles, ça va venir réduire ici ma partie de RSS. Alors que nous, on veut avoir le RSS le plus haut possible. Donc, si mon RSS augmente pas beaucoup, mais que moi j'augmente mon nombre de variables, ben ça va avoir tendance à réduire. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. Alors, donc ça, c'était les méthodes, comme on l'a dit, par donc 4 critères. C'est une des façons de faire. Donc, vous rappelez chacune des 3 méthodes qu'on a vues, des 3 procédures, donc la sélection du meilleur sous-ensemble. On a vu aussi la pas à pas vers l'avant, pas à pas vers l'arrière. Chacune de ces procédures, elle renvoie une séquence de modèles. Donc, elle renvoie des modèles MK, indexés par la taille du modèle. Fait K est égal 0, 1, 2 jusqu'à P, le nombre maximum. Puis, dans le fond, nous, notre but, c'est d'aller sélectionner le meilleur K, qu'on va appeler K chapeau, qui en fait va nous retourner le meilleur modèle MK chapeau. Donc ce que nous devons faire, nous devons trouver le meilleur modèle MK parmi toute la liste. Puis là, comment on peut choisir le meilleur modèle LK? Ben, on a 2 façons de faire. Façon numéro 1, dans le fond, on peut y aller par approche de validation croisée ou ensemble de validation standard. Donc dans le fond, on sépare notre jeu de données par exemple en 2, train puis test, puis ensuite de ça, pour chacun des modèles LK, ben, on va aller calculer l'erreur de test. Dans le fond, fait que la vraie erreur de test, donc sur un ensemble qui n'a pas été utilisé dans l'entraînement, et on va aller choisir l'erreur de test la plus petite, et ça va nous donner notre meilleur, donc le MK chapeau. Ok, donc ça c'est l'approche par estimation de l'erreur de test. Maintenant, ben, cette procédure elle présente un avantage là, par rapport au AIC, BIC, CP et R carré ajusté, c'est que dans la mesure où elle fournit une estimation directe de l'erreur de test et elle ne nécessite pas, donc on automate direct l'erreur de test, et elle ne nécessite pas d'estimation de l'erreur sigma carré chapeau. Vous vous rappelez, dans tout ce beau monde-là, là, AIC, BIC, CP, on avait besoin de sigma carré chapeau. Donc ça prenait une estimation de sigma carré chapeau. Donc ça, c'est comme dans le numéro 2. C'est la deuxième façon de faire. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut y aller directement avec la mesure de l'erreur de test ou est-ce qu'on veut appliquer directement une forme? L'une ou l'autre sont valables. Fait que voilà pour ça. Je reprends mon exemple avec les données de crédit. Donc ici, vous avez les explications juste après ici, dans la figure après. Ici, on a le BIC, ben, presque le BIC d'enfant, c'est la racine du BIC ici. Ici, on a la validation, donc l'erreur de validation par l'approche standard, donc on divise train test. Et ici, c'est par validation croisée.
Donc, vous voyez comme les trois façons. Ici, BIC, donc à gauche, on calcule d'un fond sigma carré chapeau et on n'a pas besoin d'estimer l'erreur de test. Ici, on estime l'erreur de test de deux façons différentes, soit par l'approche de validation standard ou par validation croisée. Et vous voyez que dans les cas, dans tous les cas, ici, on obtient le meilleur modèle, c'est avec 4 prédicteurs, ici 6 et 6. Donc, vous voyez, on arrive à des choses quand même similaires. Hein. C'est pas exactement le même nombre, mais on arrive quand même à des choses similaires. Donc, vous avez les explications ici de ce que je viens de vous dire. Alors, autre méthode qu'on va voir maintenant, complètement différente de sélection de variables. Donc là, on a vu vraiment des méthodes algorithmiques de sélection de sous-ensembles de variables. On va voir maintenant un ensemble de méthodes donc de régularisation, les méthodes en anglais dites de shrinkage. Donc, dans ces méthodes-là, il y en a deux qu'on va voir en particulier, il y en existe beaucoup. C'est les régressions qu'on appelle de type lasso et de type reach. Donc, les méthodes de sélection de sous-ensembles qu'on a vues, elles utilisent les moindres carrés donc pour ajuster un modèle de régression linéaire, puis elles vont choisir un sous-ensemble de prédicteurs. Comme alternative, dans le fond, qu'on pourrait faire, puis c'est ça qui va nous amener à ces méthodes-là de shrinkage, c'est que on pourrait, dans le fond, créer un modèle qui contienne tous les prédicteurs, mais on pourrait essayer d'utiliser une certaine technique qui contraint à régulariser, dans le fond, les estimations des coefficients, des bêta-chapeaux, pour essayer de les amener vers zéro. Fait que c'est ça qui est important. On pourrait essayer d'utiliser une certaine méthode pour ramener certains des coefficients à zéro. Donc, on viendrait faire, dans le fond, de la sélection de variables naturellement. C'est peut-être pas évident tout de suite de pourquoi c'est bien comme méthode, mais vous allez voir, ça peut vraiment aider et surtout considérablement réduire la variance des estimations. Alors, la régression Ridge, on va commencer par celle-là, voir comment elle fonctionne. Vous allez voir, c'est assez simple. La fois, je vous rappelle un peu la procédure d'estimation des moindres carrés. Donc, dans la procédure d'estimation des moindres carrés, ce qu'on doit faire, c'est minimiser ici le RSS. Donc, le RSS, dans le fond, c'est la somme de mes erreurs. Donc, YI moins YI chapeau ici. Donc, YI moins YI chapeau. Je dois minimiser donc la somme de ces erreurs-là au carré pour obtenir mes bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta P chapeau. Donc, je minimise ce truc-là. Dans la régression Ridge, ce qu'on va aller faire, c'est aussi minimiser le RSS, mais on va venir utiliser aussi comme une contrainte. En fait, regardez, je vais minimiser le RSS ici, mais plus je vais rajouter un certain lambda, qu'on va appeler un paramètre de réglage, fois une condition sur mes bêtas. Je vais rajouter ici la somme des bêta j carrés. Donc, je vais rajouter la somme de toutes les coefficients carrés. Donc, ce que je vais faire ici, dans la régression de Ridge, c'est que je viens minimiser tout ce truc-là, au lieu de juste le RSS. Donc, vous voyez, je vais minimiser et chercher mes bêtas, donc j'ai comme quelque chose qui vient de s'ajouter ici, là, ce qu'on va appeler une contrainte. Donc, j'ai rajouté cette contrainte-là au RSS et je vais minimiser ça. Alors, donc, comme dans les moyennes carrées, la régression Ridge, elle recherche donc des estimations des coefficients. On va obtenir des bêta chapeaux pareils qui correspondent bien aux données en réduisant le RSS. C'est ce qu'on voulait. Par contre, le deuxième terme qu'on est venu ajouter, le lambda fois la somme de tous les coefficients au carré, ça, c'est ce qu'on va appeler une pénalité. Et en fait, la pénalité, lorsqu'elle est faible, cette pénalité-là, donc nous, on va vouloir que ce soit le plus petit possible, bien évidemment. Le RSS, on veut que ce soit le plus petit possible, et cette pénalité-là aussi. Cette pénalité-là va être faible lorsque les bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta P, c'est proche de 0. C'est ce qu'on voulait vous rappeler. Ce qu'on veut, c'est amener à ce que certains des bêtas soient proches de 0. Puis ça va amener en fait à réduire les estimations de certains bêta J à 0. Donc, si certaines des bêta J sont inutiles, il va venir les mettre à 0 dans le fond, dans le processus d'optimisation. Le paramètre de réglage, maintenant, lui, lambda, donc ça, c'est comme la contrepartie, hein. Ce fameux lambda là qu'on a comme le paramètre de réglage, c'est la contrepartie d'un fond à notre régression Ridge. Ça va venir servir vraiment à contrôler l'impact relatif de ces deux termes entre eux. Donc, c'est quoi le poids qu'on donne à l'un plus qu'à l'autre? Parce que vous voyez ici, on a comme notre RSS, mais je viens rajouter plus un poids fois ma contrainte à 0. Donc, on vient comme contrôler comme ça le poids que l'on donne à notre pénalité. Puis, bien évidemment, il va être essentiel de sélectionner une bonne valeur de lambda, puis vous allez voir, on va y aller par validation croisée. C'est pas pour rien qu'on montre la validation croisée rapidement dans le cours, parce qu'on va l'utiliser très souvent. Fait que la validation croisée, elle va nous permettre d'aller chercher le meilleur lambda, donc notre meilleur paramètre de réglage. Voici un exemple sur les données de crédit. Alors, regardez, c'est quand même intéressant. Ici, à gauche, ce qu'on voit, c'est les paramètres standardisés. Donc, ça, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment les bêta chapeaux ici qu'on voit. En bas, ce que vous voyez, c'est lambda, donc le paramètre de réglage.
Et ici, ce que vous allez voir, ça, c'est le genre de graphique qu'on voit souvent. Ces courbes qu'on voit, c'est vraiment les courbes des bêta chapeaux en fonction de lambda. Et ici, donc, vous avez plusieurs courbes selon des variables. Ici, on a affiché en couleur seulement les 4 variables les plus importantes, income, limit, rating et student. Vous vous rappelez, c'est elles qu'on voyait aussi dans la sélection de sous-ensembles de données. Et en gris, c'est les autres variables. Mais vous voyez, en gris, tout de suite, c'est très très proche de 0. Et regardez, c'est ça qui est intéressant. Ce que je vous disais, le paramètre de réglage sert à donner du poids, dans le fond, à notre pénalité qu'on donne aux coefficients. Donc, plus je mets du poids, vers ici, là, plus je mets du poids sur ma pénalité, plus il va avoir tendance à ramener des coefficients à 0. Puis regardez, c'est vraiment ce qu'on voit. Ici, avec un lambda à 0, on est vraiment dans la régression linéaire standard. Ici, ça, je vais le noter. Avec lambda est égal à 0, ça, c'est régression, je vais dire normale. Donc, je minimise mon RSS. Plus j'avance mon lambda, plus je remarque que les coefficients vont s'approcher de 0. Regardez par exemple ici en rouge limite, plus j'avance, plus je mets du poids sur ma pénalité, plus ça diminue et ça va aller vers 0. Ok? Fait que vous comprenez, c'est ça que ça fait. Dans le fond, si je me positionne à un certain endroit, par exemple, je ne sais pas, moi je me mets ici, cette valeur de lambda, mettons que c'est cette valeur de lambda la optimale. Dans le fond, je vais avoir deux coefficients ici, lui, puis le noir là qui est rendu à 0. Fait que ça va avoir venu mon income, ma variable en noir, ça va l'avoir ramené à 0, ça va l'avoir forcé à être à 0 parce qu'elle est moins importante que les autres et nos trois autres vont être encore là. Fait que dépendamment de comment on va choisir notre lambda, ça va nous amener à forcer certaines variables à être proches de 0. Ça, c'est une autre façon de représenter. Ici, regardez les coefficients standardisés, mais qu'on met en fonction ici de les coefficients standardisés de la régression de Ridge divisé par les coefficients de la régression standard. Alors justement, quelques petits détails, fait que je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit déjà, fait que vous pourrez prendre le temps de le regarder. Juste une petite note ici. La notation, quand on note bêta entre double barre 2, c'est ce qu'on appelle la norme L2. La norme L2 d'un vecteur qui est définie de la façon suivante. Donc bêta 2, la norme, c'est la racine de la somme de tous les coefficients au carré. C'est dans le fond la norme euclidienne que vous avez standard là, quand on mesure dans le plan. Quand vous calculez les distances dans le plan, vous faites la racine de la somme de toutes les différences de coordonnées au carré. C'est exactement une norme L2. Alors attention, une petite nuance sur la régression Ridge qu'il faut faire attention, c'est la mise à l'échelle des prédicteurs. Alors, les estimations standards là, du coefficient des moindres carrés, fait quand on fait un moindre carré standard, ils sont équivariants d'échelle. Ça veut dire que si vous prenez xj et que vous la multipliez par une certaine constante c, donc une de vos variables, vous la multipliez par une constante c, ça conduit simplement à une mise à l'échelle en fait, des estimations du coefficient des moindres carrés par un facteur 1 sur c. Fait que votre bêta, chapeau, qui est relié, le bêta j chapeau dans le fond, qui est relié à votre xj, il va être tout simplement divisé par 1 sur c. Il va être divisé par c. D'accord? Puis ça fait du sens. On est à régression linéaire. Si vous multipliez par 2 votre variable x, votre bêta va être divisé par 2. Parce que vous vous rappelez, c'est lié à ça. Fait d'enfant, en d'autres termes, quelle que soit la façon dont le J prédicteur est mis à l'échelle, par contre, le xj bêta j chapeau, lui, va rester pareil. Parce que 1 multiplié par c, l'autre est divisé par c. Fait que ça va rester pareil. Par contre, en revanche, dans la régression Ridge, c'est pas tellement le cas. Si on change l'échelle, ça va avoir un énorme impact, bien évidemment, parce qu'on rajoute une pénalité. Vous vous souvenez, dans la partie pénalité, mon coefficient, lui, il est au carré. Fait que si mon coefficient est divisé par c, il va être divisé par c au carré dans ma pénalité. Fait que ça va avoir un grand impact. C'est pour ça que dans la régression Ridge, ce qu'on préfère, c'est travailler sur les données standardisées. Fait que dans le fond, on va travailler sur les données standardisées. Fait que ce qu'on va faire, c'est chacune de mes variables, xj, dans le fond, on va les transformer par des x tilde, qui revient à standardiser dans le fond par la variance. Regardez, c'est comme ma variable xj tilde, c'est ma variable xj que je viens de diviser par l'écart type. Fait que je viens tout simplement standardiser dans le fond mes variables. Ça va permettre que toutes les variables sont sur la même échelle. Alors, pourquoi la régression Ridge permet de s'améliorer par rapport au moindre carré? Ici, on va parler encore de compromis biais-variance. Vous commencez à être habitué maintenant. Fait que si à gauche, vous avez le MSE, donc le MSE, je vous rappelle, l'erreur quadratique moyenne, qui dans le fond est le biais au carré plus la variance de l'estimation, en fonction du lambda, donc du paramètre de réglage. Ici, c'est sur des données simulées, on a 50 observations et 45 prédicteurs. Ils ont tous des coefficients non nuls. En noir, c'est le biais.
Comme d'habitude, vous voyez que le biais augmente. Inverse, c'est la variance. Et comme d'habitude, la variance diminue. Et ce qu'on voit ici en violet, c'est l'erreur quadratique moyenne. Okay, donc vous voyez, on voit bien le compromis B-variance, comme d'habitude. Fait que ça, c'est le genre de courbe qu'on a l'habitude de voir. Fait que ce qu'on voit ici, c'est que la ligne pointillée, dans le fond, les lignes pointillées horizontales, ça indique le MSE minimum possible. Puis la croix violette, ça indique le modèle de régression de Rich pour lequel le MSE est la plus petite. Fait qu'on voit qu'on est capable, dans le fond, de vraiment s'améliorer. Alors, le lasso maintenant. Donc, lasso, ça, c'est une autre type de régularisation. La régression Rich avait présenté un inconvénient évident. C'était que, contrairement à la sélection de sous-ensembles, qui va sélectionner donc un sous-ensemble, c'est ça le but, la régression Rich, elle va inclure tous les prédicteurs au final. Au final, elles vont être toutes là, toutes les variables vont être là. C'est juste que certaines des coefficients vont être proches de zéro. Mais ça reste que des fois, c'est pas suffisant parce qu'ils vont pas être vraiment égaux à zéro. Ils vont quand même être proches de zéro. Fait que toutes nos variables vont rester quand même. Même si on force à être proche de zéro, mais proche, ça ne veut pas dire égal à zéro. Fait qu'on on n'enlève pas réellement, dans le fond, ces variables. Le lasso, maintenant, c'est une alternative, en fait, vraiment à la régression de Rich qui vient pallier cet inconvénient. Puis vous allez voir, elle fonctionne vraiment de la même façon. C'est que je viens ici minimiser le RSS, comme d'habitude, plus, encore une fois, un paramètre de réglage, fois une pénalité. Mais cette fois, ma pénalité, au lieu d'être la somme des bêta j au carré, c'est la somme des valeurs absolues des bêta j. Donc vous voyez ici la somme des valeurs absolues des bêta j. Donc ça vient contrôler ici. En langage statistique, ce qu'on appelle ici, c'est que le lasso, c'est une pénalité L1. Vous vous rappelez, tantôt, on avait la pénalité L2, parce que L2, ça correspondait à la norme L2. Mais en fait, la norme L1 d'un vecteur, qu'on note bêta 1 entre double barre 1, c'est la somme des valeurs absolues. C'est pour ça qu'on appelle ça une norme L1. Fait qu'on vient ici vraiment contrôler par une pénalité différente. C'est ça qui va permettre au lasso de mettre des coefficients réellement égaux à 0. Donc, comme pour la régression de Rich, le lasso, il va réduire certains des coefficients vers 0. Cependant, dans le cas du lasso, la pénalité L1, l'avantage d'avoir des valeurs absolues, ça va vraiment forcer, c'est ça qui est important ici, ça va vraiment forcer certains coefficients, estimation des coefficients, pardon, donc certains des estimations, je vais y arriver, ça va forcer certaines estimations à être exactement égales à 0. C'est ça qui va être intéressant avec la régression de lasso versus Rich. Par conséquent, dans le fond, comme la sélection d'un meilleur sous-modèle ou avec pas à pas vers l'avant ou vers l'arrière, le lasso, il effectue une réelle sélection de variables. Il les met pas juste proche de zéro. On dit que le lasso, il donne des modèles clairsemés. Clairsemés, vous comprenez, dans le sens qu'on a vraiment élagué, on a enlevé plusieurs des variables. Comme pour Rich, c'est pareil, il est essentiel, bien évidemment, de choisir la meilleure valeur de lambda. Donc la meilleure valeur de lambda, par exemple, par validation croisée. Donc sur les données de crédit, regardez la régression de lasso, pardon. Encore une fois, les coefficients en fonction de lambda. Et on voit ici donc les coefficients qui sont amenés beaucoup plus rapidement à zéro. Hein. Regardez ici, là on le voit, ça amène vraiment beaucoup plus rapidement vers zéro. Ici aussi, on arrive vraiment à zéro. Là, on est vraiment sur la ligne de zéro. Ici, on est vraiment sur la ligne de zéro. Donc on voit que ça les amène beaucoup plus rapidement à zéro et non pas proche de zéro. Alors, petite comparaison ici entre lasso et Rich, justement. Fait qu'à gauche, ce que vous avez, donc le tracé noir, c'est le biais au carré, comme d'habitude. Vert, c'est la variance. Et le MSE, donc l'erreur quadratique moyenne, en violet. Pour le lasso, sur un ensemble de données simulées. À droite, donc c'est la même chose, le biais au carré en noir, la variance en vert, puis en violet, dans le fond, en violet, le MSE, pour la régression de Rich, cette fois, en fonction donc du R carré. Fait que les deux sont tracés par rapport à leur R carré sur des données d'entraînement comme forme courante d'indexation, on fait ça souvent. Puis les croisements dans les deux graphiques indiquent le modèle de lasso pour lequel le MSE est la plus petite. Ici, c'est un autre exemple, dans le fond, avec des données simulées de comparaison, encore une fois, entre le lasso et la régression de Rich. Alors, conclusion. Donc, ces deux exemples nous ont montré qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Bien évidemment, ce sont des méthodes, Rich ou lasso. Il n'y en a pas une qui domine l'autre ou qui est universellement meilleure que l'autre. Par contre, en général, ce qu'on doit s'attendre, c'est que le lasso il est plus performant lorsque la réponse elle n'est fonction que d'un certain sous-ensemble de prédicteurs.
Fait que si on est sûr, dans le fond, que dans nos 50 prédicteurs, il va y en avoir vraiment un sous-ensemble seulement qui va être important pour expliquer Y, ma variable réponse, ben l'assaut va être meilleur parce qu'il va amener les autres variables à être rapidement à zéro parce qu'on n'en veut pas, puis elle n'explique pas mon Y. Par contre, bien évidemment, on ne le sait pas à l'avance. Hein. On ne sait pas à l'avance il y en a combien des prédicteurs qui sont vraiment importants sur un jeu de données réel. Et donc, la technique de validation croisée peut être utilisée afin de déterminer quelle approche est la meilleure aussi. Fait que vous pouvez utiliser la validation croisée pour savoir lequel des deux techniques est la meilleure. Est-ce que c'est Ridge ou Lasso? Fait que vous vous rappelez, la méthode de validation croisée, c'est une technique puissante dans le fond de comparaison. Ça nous permet de comparer des modèles, des approches. Fait qu'ici, là, vous avez vraiment un éventail possible incroyable. Vous pouvez faire de la validation croisée, par exemple, 5 fold avec 5 plis. Puis sur chacun des plis, ce que vous faites, vous pouvez faire la méthode du meilleur sous-ensemble. Vous pouvez faire la méthode pas à pas vers l'avant, la méthode pas à pas vers l'arrière, la méthode de Ridge, la méthode de l'assaut. Puis regardez parmi ces 5-là, laquelle est la meilleure. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les façons de faire ici. Petit point pour terminer, dans le fond, c'est pour choisir le meilleur paramètre lambda. On l'a dit par validation croisée, mais je veux quand même prendre le temps de revenir là-dessus. Fait que quand c'est donc la régression Ridge ou lasso, on a besoin, dans le fond, d'aller chercher le paramètre lambda. Donc, vous vous rappelez, lambda, c'est le paramètre de réglage. Donc, on a besoin d'une méthode pour le sélectionner. Ici, là, la petite nuance, c'est que lambda, c'est un paramètre continu, dans le fond, c'est un nombre positif. Fait comment on va faire, dans le fond, en validation croisée pour régler ça? En fait, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller choisir une grille de valeurs. Puis vous allez le voir dans l'exemple en R, mais on va aller choisir une grille de valeurs. Fait qu'on va aller choisir toutes les lambda, par exemple avec un pas de 1, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1000, par exemple. Et pour chacune de ces valeurs de lambda-là, vous allez faire une validation croisée. Puis ensuite de ça, vous allez faire le graphique habituel. Donc vous allez avoir votre graphique ici en fonction de lambda. Donc pour chacune de vos valeurs de lambda, vous allez faire l'erreur de test par CV, par validation croisée. Puis vous allez avoir vraiment un graphique, par exemple comme ça. Puis vous allez choisir la valeur minimale qui va être votre meilleur lambda chapeau. Donc lui qui amène la meilleure erreur de test, donc la plus petite par validation croisée. Fait que c'est vraiment la façon de faire habituelle. Le truc qu'il faut penser, c'est vraiment faire une grille de valeurs. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas trop d'avance, bien évidemment, la grille de valeurs. Fait qu'il faut en essayer une, puis après, on peut la réduire au besoin ou l'améliorer ou l'affiner. Fait que voilà pour ce module-là sur la sélection de variables. Fait qu'on est parti d'un modèle de régression linéaire bien standard qu'on connaît bien, qui fonctionne bien. Puis on est venu vraiment améliorer ce modèle-là en étant capable justement de sélectionner un sous-ensemble de variables. Et on a vu deux grandes familles. La méthode de sélection de variables fait que soit exhaustive, on va chercher parmi tous les modèles qui existent, très difficile en termes de taille de calcul. Sinon, on a vu des méthodes de sélection pas à pas vers l'avant ou vers l'arrière. Vers l'avant, on ajoute une variable à chaque fois. Vers l'arrière, on part du modèle complet et on soustrait une variable à chaque fois. Quand le nombre de variables est très grand, on va préférer le pas à pas vers l'arrière, qui permet de faire moins de travail. Et ensuite de ça, on a vu les méthodes de régularisation. Donc là, on part vraiment du modèle de régression linéaire standard. Et en fait, au lieu de minimiser le RSS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimiser le RSS, mais en rajoutant une pénalité sur nos coefficients pour essayer d'amener le coefficient à être proche de 0. On a vu deux types de pénalités. La pénalité L2, donc ça c'est pour la régression de Ridge, puis la pénalité L1 pour la régression de Lasso.